Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 322 de Change ma vie. 4 leçons tirées de mon postpartum, applicables à toute autre phase intense de changement. Première partie. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Dans l'épisode d'aujourd'hui et celui de la semaine prochaine, je veux revenir avec vous sur la période qui a suivi la naissance de mon premier enfant. Et je vais partager avec vous 4 leçons que j'ai apprises, dans la douleur, il faut bien le dire, à cette occasion. Mon intention, c'est de contribuer à normaliser ce qu'il se passe pour les mères dans cette période de transition si particulière et de vous aider à mieux comprendre ce qui peut se passer pour vous ou une personne de votre entourage qui serait concernée actuellement ou à l'avenir. Je vous précise que si vous n'êtes pas personnellement concerné par la naissance d'un enfant, ne zappez pas, vous verrez que les leçons que je vais partager avec vous s'appliquent à toutes les périodes intenses de changement pendant lesquelles on a ce cocktail explosif de changement soudain dans nos circonstances de vie, de changement d'identité et de vulnérabilité physique et émotionnelle. L'épisode de cette semaine est un épisode très important à un second titre parce qu'il s'inscrit dans le cadre du podcaston. Le podcaston, c'est une campagne de 7 jours pendant laquelle plus de 300 créateurs et créatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en lumière le monde associatif. L'objectif, c'est de prêter nos voix et nos plateformes pour encourager les dons et le bénévolat. Et c'est une excellente occasion pour moi de vous parler d'Enfance et Partage, que Change ma vie soutient depuis plusieurs années maintenant. Enfance et Partage, c'est une association française qui œuvre depuis plus de 45 ans pour protéger les enfants de toutes les formes de violence, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles. Depuis 2021, Change ma vie reverse 2% de son chiffre d'affaires pour soutenir leurs actions auprès des enfants, des professionnels de l'éducation et de la petite enfance et des familles. Un peu plus tard dans cet épisode, je reviendrai sur leurs actions et leur mode d'intervention, mais le message le plus important à ce stade est le suivant. Si, comme nous, vous ne voyez pas de cause plus importante que de défendre le droit de tous les enfants à grandir dans un environnement où leur sécurité physique et psychologique est assurée, je vous donne rendez-vous sur le site d'Enfance et Partage sur enfance-et-partage.org pour faire un don à la mesure de vos moyens ou vous renseigner sur les possibilités de bénévolat dans votre région. Maintenant que c'est dit, on va rentrer dans le vif du sujet de cet épisode, les leçons que j'ai tirées de mon postpartum. La première chose que j'aimerais préciser, c'est que chaque postpartum est unique. Chaque personne qui met au monde un enfant est unique, son enfant est unique, ses circonstances de vie sont uniques, ses modes de fonctionnement sont uniques, et donc ce qui sera facile ou difficile pour elle sera unique. Je me propose d'apporter mon regard sur cette période telle que je l'ai moi-même traversée, en mettant en relief les mécanismes qui peuvent concerner d'autres personnes qui auraient le même genre de tempérament. Deuxième précision, j'ai 2 enfants, mais je choisis ici de vous parler essentiellement de mon premier postpartum parce que c'est celui qui a été de loin le plus difficile pour moi et qui m'a le plus secouée. Au moment où j'ai eu mon deuxième enfant, mon deuxième fils 3 ans plus tard, j'avais déjà intégré dans une large mesure les leçons que je vais partager avec vous ici et donc je l'ai largement mieux vécu. J'ai donc mis au monde mon premier fils, Chéri, il y a 12 ans, alors que j'avais 32 ans. J'ai eu la chance de vivre une grossesse assez sereine, à part des nausées persistantes jusqu'au 5e mois bien tassé et un quasi-diabète gestationnel qui a nécessité une surveillance particulière de mon alimentation et de ma glycémie. J'ai adoré être enceinte. C'était pour moi un émerveillement, je trouvais ça fascinant qu'un être humain soit en train de se fabriquer à l'intérieur de moi.
Et comme je travaillais à mon compte, déjà, j'étais auteure culinaire à l'époque, j'étais en mesure d'adapter mon rythme de travail à mon énergie physique. Et donc, de ce point de vue-là, ça s'est vraiment bien passé. Et la particularité liée à mon tempérament, c'est que j'ai profité de cette grossesse pour apprendre tout ce qu'il y avait à apprendre sur le sujet. J'ai lu tous les livres sur la grossesse, sur l'accouchement physiologique qui était mon souhait, sur la façon dont on s'occupait d'un nouveau-né, sur le sommeil, sur l'allaitement parce que c'était mon souhait aussi, sur la diversification, sur la parentalité bienveillante, qui était d'ailleurs un sujet beaucoup moins mainstream il y a 12 ans qu'aujourd'hui. Mon approche sur cette histoire de bébé, comme en toute chose dans ma vie, c'était je vais engranger, empiler des connaissances et comme j'aurais tout bien appris, tout bien révisé, je vais m'en sortir comme une chef. Dans le même temps, j'avais toutes sortes de fichiers et de tableaux Excel pour lister le matériel qu'il fallait acheter, suivre le budget que ça représentait, suivre ma prise de poids, suivre ma glycémie, pour lister ce dont j'aurais besoin pour la maternité. Là aussi, je me disais, je vais tout bien organiser, je sais quoi faire, tout est sous contrôle. En fait, rétrospectivement, j'ai abordé la maternité, la naissance de mon enfant et la parentalité comme une chef de projet. Alors, rétrospectivement, je me rends compte aussi de ma touchante naïveté et à quel point je n'avais aucune idée des vrais enjeux de ce qui m'attendait. Et paradoxalement, c'est cette illusion que je m'étais construite qu'il suffisait de savoir pour contrôler et surtout la croyance sous-jacente que l'objectif c'était de savoir ce qui allait se passer et de contrôler les choses qui m'ont fait tomber de très haut. C'était très bizarre parce que, suite à la naissance de mon enfant, j'ai vécu la période de plus grande ambivalence de toute ma vie, où en fait, j'existais à 2 niveaux différents. Un niveau auquel j'étais profondément, follement heureuse d'avoir ce bébé que j'avais voulu de tout mon cœur, qui était adorable, qui me remplissait de joie. Je le photographiais sous toutes ses coutures, je notais le moindre de ses faits et gestes, j'étais immensément fière d'être sa mère. Et tout à la fois, dans le même temps, c'était beaucoup, beaucoup plus intense et beaucoup, beaucoup plus difficile que ce que j'avais anticipé. Parce que une fois que j'avais effectivement accouché et que j'étais effectivement dans les vraies situations, face à un vrai bébé, face aux vrais pleurs qu'on n'arrivait pas à calmer, face aux vraies nuits atrocement morcelées, face à ma fatigue abyssale, face à mon vrai débordement de tout ce qu'il y avait à faire, face à la réalité de ces nuits et de ces journées qui échappaient à toute forme d'organisation et de contrôle, face à la difficulté pour mon système nerveux d'être perpétuellement sur le qui-vive, perpétuellement interrompu dans ce que je faisais ou ce que je voulais faire par les besoins urgents d'un autre être humain que moi, cette impression de n'avoir aucun répit jamais, eh bien, face à ça, je me suis sentie complètement démunie, avec un degré d'anxiété et de détresse que je n'avais jamais connu de ma vie. Je me revois d'ailleurs un matin dans la salle de bain. Je venais de me lever après une nuit où j'avais l'impression de n'avoir pas dormi du tout, j'étais épuisée. Je pensais à la journée qui s'annonçait, que j'allais devoir conduire seule parce que mon mari avait recommencé à travailler, à la nuit qui allait suivre et à toutes les journées et toutes les nuits qui allaient s'enchaîner. Et je me souviens m'être dit distinctement, je n'ai jamais rien fait d'aussi difficile de ma vie entière. Et ce que je n'avais pas compris, c'est que la connaissance ne protège pas de la difficulté. Et c'est ça la leçon numéro 1 que j'ai apprise de mon postpartum, c'est que le fait de se préparer en amont d'une expérience, en apprenant, en se documentant pour être sensibilisé aux enjeux, aux difficultés, essayer autant que possible de s'y préparer intellectuellement, théoriquement, c'est bien, c'est super. Et dans la plupart des situations, c'est une très bonne chose. Mais il ne faut pas se faire d'illusions sur le fait que, dans l'instant, si on s'apprête effectivement à faire ou à vivre quelque chose qui est difficile, la connaissance théorique ne nous épargnera pas la difficulté de l'expérience dans la pratique. On peut savoir en théorie qu'on va être fatigué, que ça va être très intense de s'occuper d'un nouveau-né, que la mise en place de l'allaitement, si on choisit d'allaiter son enfant, ça peut présenter des difficultés, qu'on peut avoir des douleurs suite à l'accouchement, etc. On peut le savoir et ça permet effectivement de ne pas être complètement pris au dépourvu.
mais ça n'empêche pas dans l'instant de faire l'expérience physique et émotionnelle de ces difficultés. Et cette illusion-là, que la connaissance allait me protéger de la difficulté, cette illusion-là m'a coûté beaucoup dans l'instant, parce qu'en fait, je ne savais pas comment faire autrement, je ne savais pas quoi faire d'autre. Face à une difficulté, je ne savais pas quoi faire d'autre que d'essayer désespérément de trouver à l'extérieur de moi la connaissance, l'information, l'astuce, le livre, le forum qui allait débloquer les choses. En fait, je me disais, c'est pas possible que ce soit aussi difficile, il doit y avoir une solution. Alors qu'en réalité, face à la fatigue, aux fluctuations hormonales, à la tension nerveuse, au débordement et au fait que d'un coup, effectivement, après la naissance d'un nouveau-né, notre emploi du temps ne nous appartient plus, il n'y a pas de solution théorique à trouver dans un livre. La solution, elle se trouve dans la capacité qu'on a à s'accompagner dans ces difficultés qu'on rencontre, qu'on ressent, et à s'apporter, minute après minute, et du mieux qu'on peut, la douceur, la patience, la compassion dont on a besoin. Et ça, je ne savais pas faire, je ne m'étais pas préparée à le faire. Donc, leçon numéro 1, la connaissance ne protège pas de la difficulté. Se documenter en amont, s'informer, c'est bien, mais ça ne dispense pas de la présence qu'on aura auprès de soi quand on sera effectivement dans les tranchées de la difficulté. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que, quand on le sait, ça se prépare sous la forme de ressources et de compétences intérieures. La connaissance de soi, la connexion à soi, la capacité à décoder et à prendre en compte ses émotions, la capacité à évaluer et à honorer ses besoins émotionnels, physiques, relationnels, la capacité à les faire valoir dans nos relations avec les autres, la confiance qu'on peut avoir dans notre propre force, notre propre résilience. Tout ça, en fait, j'ai fini par le développer, mais plusieurs années plus tard, grâce au coaching. Et ce sont précisément ces ressources et ces compétences intérieures qui m'ont fait défaut et qui auraient honnêtement tout changé si j'avais pu m'en équiper avant d'avoir un enfant. Alors, j'ajoute que cette leçon, que la connaissance ne protège pas de la difficulté, il m'a fallu la réapprendre de multiples fois par la suite, et tout particulièrement dans mes projets entrepreneuriaux. Parce que, sans surprise, là aussi, sur le sujet du développement de mon activité, j'ai lu tous les livres de business, de leadership, de management, en pensant qu'à partir du moment où j'étais blindée côté connaissances, tout le reste serait fluide et facile et que ça me protégerait des difficultés, notamment émotionnelles. Mais là aussi, les connaissances théoriques sont précieuses quand on veut développer son entreprise, quand on veut construire une équipe. Ça peut faire gagner du temps et ça peut nous épargner des erreurs, mais il ne faut pas s'y tromper. Ça ne nous affranchira pas de faire nous-mêmes l'expérience réelle, physique, émotionnelle des défis et des difficultés. Mais heureusement, au moment du développement de mon entreprise, j'avais ces ressources, j'avais ces outils et ces compétences, et donc j'ai pu traverser ces expériences en étant réellement équipée. La deuxième leçon que j'ai tirée de mon postpartum, c'est que demander de l'aide n'est pas un signe d'échec. Ça, c'est une leçon qu'il m'a été vraiment difficile d'apprendre et d'intégrer. Et pour être tout à fait honnête, c'est une leçon que j'ai tirée a posteriori, bien après cette période de postpartum, et non pas pendant, au moment où j'en aurais vraiment eu besoin. La difficulté que j'ai rencontrée dans cette période, c'est que j'avais un mal fou, voire même c'était impossible pour moi, de demander de l'aide, de laisser d'autres personnes m'aider, et de dire que ça n'allait pas, que c'était très dur, que c'était trop dur, et que je n'y arrivais pas. J'étais adolescente, moi, dans les années 90, et je crois que j'ai été biberonnée aux messages féministes de l'époque, qui étaient favorables à bien des égards, mais qui étaient « tu peux tout faire, tu peux tout avoir », mais que moi j'ai compris comme « tu dois tout faire parfaitement, et tu dois tout gérer toute seule ». Et d'une façon générale, dans mon tempérament, dans la construction de mon identité, j'ai toujours eu cette idée très forte d'être quelqu'un d'indépendant, d'être autonome, quelqu'un qui a beaucoup de détermination et quelqu'un qui s'en sort comme une chef. Le problème, c'est que cet aspect-là de ma construction, de mon identité,
ne laissait aucune place pour dire à ce moment-là que j'avais besoin d'aide, que j'avais besoin d'un relais. Je n'arrivais même pas à me le dire à moi-même, tellement j'étais déçue de moi, de ne pas m'en sortir comme une chef comme je le pensais, et a fortiori, je n'arrivais pas à le dire à mon entourage ou aux professionnels de santé que j'avais l'occasion de voir, puisque quand on s'occupe d'un nouveau-né, on en voit pas mal et régulièrement. S'ajoutait donc à ça un grand sentiment de solitude, parce que, sans le choisir consciemment, je taisais à quel point je trouvais ça difficile. J'en parlais un petit peu quand même, mais j'en parlais même en ayant l'air de gérer ça. C'est-à-dire que je disais c'est difficile, mais je disais pas c'est trop difficile. Je disais c'est difficile, mais sous-entendu, je gère. Et je ne m'autorisais pas moi-même à me dire à quel point je trouvais ça difficile et probablement trop difficile. Dans ce projet de maternité et dans la mère que je me révélais être, j'avais vraiment en fait comme objectif de me montrer à moi-même en premier lieu et aux autres ensuite que j'étais quelqu'un qui réussissait la maternité, qui réussissait son postpartum. J'avais vraiment comme objectif d'être la mère qui savait tout ce qu'il fallait savoir, qui faisait tout bien, qui avait tout sous contrôle, qui avait le bon équipement, les bons gestes, le bon planning, les bonnes solutions, le bébé parfait. Je voulais profondément que mon entourage se dise « Clotilde, elle est incroyable ». J'avais hyper envie de cette validation que j'avais reçue sous cette forme dans pratiquement tous mes projets jusque-là. Et en fait, j'avais vraiment l'impression, la raison à ça, c'était pas tant de l'ego, que j'avais vraiment l'impression que la valeur qu'on m'accordait, et donc la valeur que moi je m'accordais, reposait sur le fait d'être quelqu'un qui s'en sort toute seule, qui fait des trucs incroyables sans rien demander à personne, quelqu'un qui impressionne par sa capacité à aller de l'avant, à mener à bien des projets. Et donc ça, encore une fois, c'est une facette de mon identité qui me porte, qui me rend service dans bien des domaines, mais le piège béant, c'est que ça ne laisse pas de place à la vulnérabilité ou la détresse. Dans l'idée de demander de l'aide, il y avait pour moi une dégradation de ma valeur à mes propres yeux et la crainte que le regard des autres sur moi change. C'est pour ça que c'était extrêmement difficile, voire impossible, d'imaginer dire la vérité. Je ne m'en sors pas, je suis épuisée, je n'en peux plus, c'est très difficile. Rien que de vous le dire, là, j'ai les larmes j'ai la gorge qui se serre, parce qu'en fait, je me disais, si je ne m'en sors pas toute seule, qu'est-ce que je vaux, à quoi je sers ? Je pensais que demander de l'aide était un constat d'échec, et ça me tenait prisonnière de ma propre exigence d'infaillibilité. L'autre élément qui m'empêchait de demander de l'aide, ou de l'accepter quand elle m'était effectivement proposée par mon entourage, parce que c'est ça qui était dingue, c'est que mon entourage était là et me proposait, mais je n'arrivais pas à accepter. L'autre élément, c'était mon impression que demander de l'aide ou accepter de l'aide revenait à passer les commandes à quelqu'un d'autre. En fait, j'avais l'impression qu'à partir du moment où je demandais de l'aide, ma souveraineté sur la situation était invalidée et que je perdais, que j'abdiquais mon pouvoir sur la situation. Je pensais que demander de l'aide, ça revenait à dire que je n'étais pas capable, que ma façon de faire ne fonctionnait pas, et donc que ça revenait à perdre ma place, à perdre ma légitimité, et que je n'aurais plus voix au chapitre, déjà que j'allais pas pouvoir reprendre ma place après, une fois que j'aurais reconstitué mes ressources, il y avait quelque chose d'irréversible, et que je n'aurais plus voix au chapitre ensuite sur la façon dont les choses étaient faites et comment on s'occupait de mon bébé tout particulièrement. Et évidemment, venant d'avoir un bébé, la dernière chose que je voulais, c'est-à-dire ma pire crainte, c'était de perdre ma place, ma légitimité en tant que mère, et donc je me sentais complètement coincée par ça. Ça me rappelle une situation assez différente, mais qui m'a marquée quand j'étais adolescente. C'est que j'avais une amie qui faisait la conduite accompagnée avec son père. Et en fait, ça se passait pas très bien parce que son père était très tendu quand elle était au volant. Il avait du mal en fait à lui faire confiance, et donc il avait du mal à l'aider elle-même à prendre confiance au volant. Et je précise que je lui jette pas la pierre, ça doit être vraiment difficile comme position d'accompagner quelqu'un dans la conduite accompagnée. Donc je ne fais que constater. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, on allait, je ne sais plus où, en voiture. Donc moi, j'étais à l'arrière. Mon amie était au volant. On profitait de ce trajet pour qu'elle puisse s'exercer et faire ses kilomètres. Et son père était à côté d'elle sur le siège passager à l'avant. Et au moment où on est arrivé à destination, il fallait faire la manœuvre pour se garer. Et en fait, mon amie avait beaucoup de difficultés à faire son créneau.
Elle s'y est prise à plein de fois, c'était difficile, elle avait de plus en plus chaud, elle était de plus en plus perdue dans sa manœuvre, elle était de plus en plus stressée, elle était au bord des larmes, et son père a fini par lui dire, excédé, « Ok, sors, c'est moi qui vais garer la voiture ». Et je me souviens à ce moment-là, moi j'étais sur la banquette arrière à me faire toute petite, mais je me souviens avoir ressenti, en tout cas en projection sur mon amie, une forme d'humiliation parce que le message qu'elle recevait à ce moment-là, c'était t'es pas capable de faire cette manœuvre, t'as pas ta place au volant, et moi, enfin en tout cas venant de son père, moi qui sais mieux faire que toi, je vais prendre ta place. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'au retour, mon amie n'a pas voulu conduire. Elle a dit à son père, ok, c'est pas grave, voilà, je conduirai pas au retour. Et donc, vous voyez ce qu'indique cette métaphore, c'est la difficulté que je ressentais. Je ne savais pas qu'on peut demander de l'aide, qu'on peut se faire aider, sans que ça veuille dire qu'on laisse le volant pour toujours, de façon permanente, à une autre personne. Je ne savais pas qu'on pouvait demander de l'aide sans que ça nous mette dans une position d'infériorité ou d'assujection ou de passivité. Et d'ailleurs, quand j'y réfléchis, je pense que ce malentendu qui était le mien et qui peut-être est le vôtre, vient du fait que quand on a du mal à demander de l'aide, le plus souvent, on attend d'être vraiment au bout de tout, à bout de tout pour le faire. Et donc, effectivement, au moment où on finit par demander de l'aide, parce qu'en fait, on n'a plus le choix, et donc au moment où l'aide arrive enfin, en fait, on s'est tellement épuisé à essayer de faire seul qu'on n'a pas d'autre choix que de tout lâcher et de donner la totalité des commandes à quelqu'un d'autre. Je crois que c'est souvent ça qui se passe pour les personnes qui vivent un burn-out. Il y a une forme de déni en amont, de déni de la difficulté et de tentative de continuer à tout porter seul, moyennant encore plus d'efforts et encore plus d'énergie, jusqu'à ce que le corps finisse par dire stop. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'énergie du tout. Et les personnes sont bien obligées, et c'est une grande partie de leur difficulté, de demander enfin de l'aide et de se reposer complètement sur d'autres personnes parce que ça leur est physiquement impossible de faire autrement. Et c'est d'ailleurs pour ça que le coaching tel qu'on le pratique chez Change ma vie me paraît tellement précieux. C'est parce que notre approche, c'est justement de permettre aux personnes qu'on accompagne, qui ont besoin d'aide d'une façon ou d'une autre, on leur permet d'obtenir l'aide dont elles ont besoin sur les situations et les difficultés qu'elles rencontrent, sans qu'il y ait jamais d'ambiguïté sur le fait qu'elles restent à 100% aux commandes de leur choix, de leur trajectoire, et que le crédit et le mérite de ce qu'elles accomplissent leur revient à 100%. Et ça, en fait, c'est cette aide-là, quand on peut la demander sous cette forme, c'est beaucoup plus facile de la demander, mais pour ça, il faut savoir que c'est possible de demander et d'obtenir de l'aide de cette façon-là. Donc, apprendre à demander de l'aide avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'on soit dans une telle détresse et un tel état d'épuisement qu'on ne peut plus rien, c'est vraiment clé. Et avoir l'épidémie de burn-out qui sévit ces dernières années, je pense que je ne suis pas la seule pour qui c'est un sujet et pour qui il est vraiment impératif d'apprendre cette deuxième leçon. Donc, la deuxième leçon tirée de mon postpartum, c'est de se questionner, de vous questionner sur le rapport que vous avez avec le fait de demander et de recevoir de l'aide pour vous assurer que vous vous autorisez à demander celle dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Et justement, ça me permet de parler avec vous d'un des modes d'action de l'association Enfance et Partage que nous voulons promouvoir à travers cet épisode. Dans son action pour faire respecter les droits des enfants et prévenir toute forme de violence physique, psychologique ou sexuelle qui pourrait être commise à leur encontre, Enfance et Partage a cette initiative de proposer un numéro vert qui est à destination des parents et qui s'appelle Allo Parents Bébé. Donc ce numéro vert, qui est donc gratuit, est le 0800 00 3456. Donc si vous avez un petit papier à portée de main, vous pouvez le noter. Le numéro vert de Enfance et Partage, Allo Parents Bébé, c'est le 0800 00 3456. Et ce numéro vert est destiné aux jeunes parents, alors jeunes au sens, ils sont parents depuis pas longtemps, peu importe leur âge, aux jeunes parents qui peuvent se sentir débordés par l'arrivée d'un bébé, et Dieu sait qu'on se sent débordé à l'arrivée d'un bébé. Donc c'est un numéro d'écoute et de soutien pour tous les parents
quelles que soient les difficultés et quelle que soit la nature des difficultés qu'ils rencontrent dans les premières années de leur enfant. Donc c'est pas que au stade du nouveau-né, c'est aussi quand l'enfant est petit, mais dans les années qui suivent. Et en fait, ce faisant, Enfance et Partage se propose de renforcer le rôle des parents comme premier protecteur des enfants. Et ça, en fait, pour que les parents puissent jouer leur rôle de premier protecteur des enfants, les parents ont besoin de recevoir de l'écoute et du soutien au moment justement où ils peuvent se sentir les plus vulnérables, alors que leurs enfants eux-mêmes sont dans une période de vie si vulnérable. Donc, si vous êtes actuellement concerné par cette période si particulière du postpartum, ou si votre enfant est un peu plus grand mais que vous rencontrez des difficultés dans votre rôle de parent auprès de lui ou auprès d'elle, ne restez surtout pas seul. Ce que vous vivez est à 1000% compréhensible. Vous n'êtes pas en échec. Ce n'est pas parce que vous rencontrez des difficultés que vous êtes en échec. Vous avez simplement besoin, comme tous les jeunes parents, d'aide, d'écoute, et vous avez besoin qu'on vous redonne confiance dans vos capacités. Et le numéro vert d'Enfance et Partage est fait exactement pour ça. Donc, notez-le, appelez-le, 0800 00 3456. Et bien sûr, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui pourrait bénéficier de cette aide, de cette écoute, de ce soutien, vous pouvez lui transmettre 0800 00 3456. C'est Allo Parents Bébé, le numéro vert d'Enfance et Partage. Pour compléter le tableau de l'action d'Enfance et Partage, j'aimerais, si vous pouvez m'accorder quelques minutes de plus, vous préciser que l'association intervient aussi auprès de 3 autres typologies de public. Donc, Enfance et Partage intervient auprès des enfants eux-mêmes pour qu'ils se protègent. Donc, l'association mène des actions pour les sensibiliser à leurs droits, parce qu'ils ne peuvent pas faire respecter leurs droits s'ils ne les connaissent pas, pour les sensibiliser aux formes de violence, parce qu'un enfant a besoin qu'on lui dise « ça, c'est OK, ça, c'est pas OK, et ça, tu as raison de trouver que ça n'est pas OK ». Les encourager aussi à parler s'ils sont victimes de violence ou s'ils pensent être victimes de violence, ou même s'ils ont des doutes, s'ils se posent des questions. Enfance et Partage intervient aussi auprès des professionnels qui peuvent être en contact avec des jeunes enfants, notamment dans le milieu scolaire, dans le milieu de la petite enfance, pour qu'ils soient vigilants et pour qu'ils contribuent à la protection des enfants. Donc l'association les sensibilise sur les formes de violence, sur le syndrome du bébé secoué, sur les indices et les signes qui permettent de se dire cet enfant, il se passe peut-être quelque chose pour lui ou pour elle, et sur les actions qu'ils sont en mesure d'engager de leur côté pour éventuellement mettre un terme à une situation qui serait problématique. Et pour finir, Enfance et Partage intervient aussi auprès des victimes de violences elles-mêmes en leur apportant écoute et soutien lorsqu'elles contactent l'association et en leur proposant également un accompagnement juridique et psychologique. Alors, si ces modes d'intervention vous paraissent judicieux, moi je suis infiniment admirative de ce tableau d'action de l'association Enfance et Partage. Et si vous partagez mon avis, si vous pensez que c'est important qu'Enfance et Partage soit en mesure de mener ces actions, vous pouvez vous aussi les soutenir au moyen d'un don, même d'un petit montant, chaque euro compte. Et vous pouvez aussi, si vous avez non pas de l'argent mais du temps, vous pouvez vous renseigner sur les possibilités de bénévolat dans votre région. Donc vous pouvez vous rendre sur leur site enfance-et-partage.org pour avoir toutes les informations. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie des leçons tirées de mon postpartum qui seront elles aussi applicables à toute autre phase intense de changement. À jeudi prochain. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir, et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.